quasiment sans transition, Strasbourg et de Bordeaux. Ensuite, la parole est pour vous. Messieurs, Mesdames les membres du jury, Messieurs, Mesdames les représentants de l'ALPIO, nous tenons à préciser que notre plaidoirie se fera en anglais et en français. Étudiants du CEPI Strasbourg, nous représentons la partie requérante dans ce procès, à savoir l'entreprise lituanienne UAB Logare face à l'ALPIO. En l'espèce, notre cliente a déposé le 3 mars 2016 une demande d'enregistrement s'agissant de la marque verbale Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky pour la liste des produits et services de la classe 33 Bourbon Whisky. Laissez-nous, une dernière fois, vous rappeler les faits de la procédure. Après publication le 15 mars 2016 de cette demande de dépôt, le Distilled Spirits Council des États-Unis a formé une opposition contre l'enregistrement de la demande de marque dans la mesure où Bourbon Whisky consiste en une indication géographique protégeant un type de whisky produit aux États-Unis. L'opposition fut rejetée par une décision du 24 octobre 2017 de la division d'opposition au motif qu'il n'existe aucune règle de protection équivalente à l'article 16 du règlement 110/2008 énoncé à l'accord international. Le Distilled Spirits Council des États-Unis, débouté de sa demande, a formé un recours le 21 décembre 2017 contre la décision attaquée en demandant son annulation auprès de la Chambre des recours de l'AIPO. La 5e chambre des recours de l'AIPO a rendu sa décision le 23 septembre 2019 après avoir sollicité l'avis de la Commission européenne quant à la portée aux effets du règlement 936/2009. Par cette dernière, elle donne raison à l'opposant et estime qu'en application de l'article 23 du règlement 110/2008, l'enregistrement de la marque doit être refusé. Le AIPO annule la décision attaquée et rejette la demande d'enregistrement dans son intégralité. Le 6 novembre 2019, nous avons décidé de saisir le tribunal de l'Union européenne et ainsi d'attaquer cette dernière décision de la 5e chambre des recours de l'AIPO. Nous allons désormais vous démontrer que notre marque ne porte pas atteinte à l'IG Bourbon Whisky. Cette démonstration se fera en 5 points. Tout d'abord, nous évoquerons l'articulation générale entre marque et indication géographique. Nous aborderons le caractère évocateur de la marque de l'article 16b du règlement 110/2008. Ensuite, nous étudierons l'incohérence de la mobilisation de ce même article 16b. Nous verrons que la conception aux États-Unis et en Europe de l'articulation entre indication géographique et marque est équivalente. Et enfin, nous évoquerons la non-pertinence de la discussion du caractère distinctif de la marque. Nous voudrions, avant toute chose, demander au tribunal de bien vouloir nous excuser quant à notre maladresse par laquelle nous avons dirigé notre action contre le Distilled Spirits Council des États-Unis au lieu de l'AIPO, dont nous contestons aujourd'hui la décision. Je laisse la parole à mon confrère, Maître Azora. Merci Maître pour ces rappels. Il nous paraît pertinent en effet de rappeler les fonctions respectives des marques et des indications géographiques. À propos de ces dernières, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt Budd de 2011, a pu rappeler que sa principale fonction était de garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques. Le règlement relatif aux produits agricoles et en denrées alimentaires dispose dans son article 12 que les appellations d'origine protégée et les indications géographiques peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant. Il faut voir l'indication géographique comme un signe ouvert pouvant être mis à la disposition de toute personne souhaitant commercialiser un produit couvert par la dite indication. La marque et son aspect monopolistique peut paraître contradictoire par rapport aux indications géographiques. En effet, elle confère à son titulaire un droit d'interdire l'utilisation par des tiers du signe qui aura été déposé. Cependant, une articulation entre les deux est prévue par les textes de l'Union européenne. L'article 7 et l'article 8 du règlement sur la marque de l'Union européenne s'en réfèrent à la législation de l'Union ou du droit national qui prévoit la protection des appellations d'origine et des indications géographiques. L'article 8, tant qu'à lui, permet à un tiers qui défendrait une indication géographique d'intervenir pour demander le refus de l'annulation d'une marque ou le refus de son enregistrement lorsque l'indication d'origine permet d'interdire l'usage d'une marque postérieure. Dès lors, il convient de se référer au règlement 110/2008 par rapport à la protection des indications géographiques en matière de boissons spiritueuses.
L'article 23 prévoit 2 conditions pour lesquelles l'enregistrement d'une marque pourra être refusé. Il faut tout d'abord que la marque reprenne une partie de l'indication géographique ou consiste en cette dernière, mais aussi que son utilisation engendre l'une des situations visées par l'article 16. Ce dernier point tente à avoir été oublié par la partie adverse dans ses mémoires, en ce qu'il se contentait de souligner la reprise du terme Bourbon Whisky au sein de notre marque. L'article 16 protège particulièrement les indications géographiques à plusieurs titres. Tout d'abord, le petit a précise que toute utilisation commerciale, directe ou indirecte, par des produits non couverts par l'enregistrement dans la mesure où ces produits sont comparables, est interdite. L'usurpation, l'imitation ou l'évocation est prohibée au titre du B, ainsi que, en continuant avec le petit c, toute indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine ou la nature des qualités substantielles du produit doit être sanctionnée aussi, tandis que le D sanctionne toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Il ressort de ces dispositions que l'indication géographique est protégée non seulement contre son utilisation pour des produits qui ne sont pas couverts, mais également pour tout comportement qui viserait à s'approprier la réputation de l'indication géographique, ceci étant un signe de qualité. Les évocations, usurpations et pratiques susceptibles d'induire le consommateur en erreur doivent être sanctionnées à ce titre. Je laisse la parole à Maître Despotaki qui vous parlera davantage de l'application de ces dispositions. Je vous remercie. Out of all of the provisions set out in Article 16, the defendant is claiming that our trademark is infringing the geographical indication bourbon whiskey based on paragraph B. According to the defendant, our trademark is causing an evocation to the eyes of the consumer, and to further support their argument, the defendant is citing 2 cases issued by the Boards of Appeal of the EUIPO, namely the Yorkshire Preventer case and the Fray Leon case, both concerning trademarks that were found to be infringing geographical indications. More precisely, the defendant is claiming that an evocation has been found to exist in cases of an integral reproduction of a geographical indication within a registered trademark. However, if we take a closer look into the text of the 2 cases cited, it appears that the true meaning of evocation has escaped the defendant's notice. Paragraph 6 of the Yorkshire Preventer case reads as follows. The purpose of protection from evocation is to prevent trade from taking undue advantage of the reputation of the protected indication. It becomes thus clear that the possibility to profit from an undue and unjustified advantage sourcing from geographical indication is the element that makes the evocation illicit. In other words, the trademark is only problematic as far as the products covered by it are not the ones protected by the geographical indication. At this point, it would be enlightening to mention that the trademark Yorkshire Preventer was sought to be registered under 2 NIS classes, namely 29 and 30, and for a really large variety of products. The geographical indications the trademark was infringing were only covering a specific type of cheese, the Yorkshire Wensleydale, and a specific vegetable in its variants, the Yorkshire Rhubarb. This is clearly not the case for Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whiskey, as the applicant is only seeking to register the trademark under Class 33 and designates solely bourbon whiskey as a category of goods. Actually, in the Yorkshire Preventer case, the board explicitly admits that limiting the above-mentioned goods to cheese or rubber complying with the specifications of the protected geographical indication Yorkshire Wensleydale and Yorkshire Rhubarb would have been sufficient for the legitimacy of the trademark. It is therefore beyond evident that there has been a misinterpretation on the part of the defendant as to under which conditions an evocation is unlawful and is infringing a geographical indication. Let us now move on to the Fray Leon case, also cited by the defendant, which concerns a trademark for a wine that was infringing the geographical indication Castilla y León. In paragraph 19, the board specifies that for registration to be refused, it suffices that a mark identifying wine contains or consists of a geographical indication identifying wines, whereas the wine in respect of which registration is sought does not have that origin. This is also confirmed in point 134 of the Palomar decision of the General Court. From all the aforementioned, it is beyond any doubt that the registration of the trademark Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whiskey does not infringe the geographical indication bourbon whiskey,
as there are no grounds to prove that it triggers an image to the mind of the consumer which is not truthful. I will now turn the floor over to my colleague, Mr. Azar. Merci. Il nous paraît pertinent aussi de souligner une certaine incohérence dans la mobilisation de l'article 16b du règlement sur les indications géographiques pour les spiritueux plutôt que du A. En effet, il n'est pas contesté par une partie ni par l'autre que le petit a ne s'applique pas en ce qu'il n'est pas prouvé que les produits ne sont pas couverts par l'enregistrement. Or, à regarder de plus près les dispositions de cet article, on peut lire que les produits, enfin le petit a pour l'utilisation commerciale d'une indication géographique serait sanctionné dans la mesure où les produits ne sont pas couverts par l'enregistrement. Cette disposition n'est pas reprise dans le paragraphe B. Cependant, à y lire le paragraphe B sanctionne l'évocation ou l'imitation, même si la véritable origine du produit est indiquée, et ce, même si l'indication géographique est accompagnée d'une expression comme type, style, élaboré comme. Dès lors, le consommateur aura, s'il est face à une évocation, aura conscience qu'il n'est pas confronté à l'indication géographique. Cependant, ce comportement est sanctionné par la loi en ce qu'il profite indûment de la réputation. Autrement dit, et je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'une entreprise à laquelle on n'opposerait pas l'utilisation commerciale de l'indication géographique lorsqu'elle produit des produits couverts, serait-elle coupable d'une évocation pour les mêmes articles et pour les mêmes, s'agissant du même produit? Je laisse désormais la parole à Maître Larrey pour la suite. Comme nous avons pu le voir, la définition de l'indication géographique issue de l'article 22, paragraphe 1 de l'accord relatif aux APIC s'applique à l'Union européenne tout comme aux États-Unis du fait que tous deux soient membres de l'OMC. Ainsi que peut l'attester le Lanham Act, loi fédérale américaine relative aux droits des marques aux États-Unis. Dans sa section 2, aucune marque ne peut être refusée en raison de sa nature, sauf si elle consiste en une indication géographique qui, utilisée ou en relation avec des vins ou des spiritueux, identifie un lieu autre que l'origine des produits. En d'autres termes, une marque peut être sanctionnée si elle reprend dans son intitulé une indication géographique protégée à condition que le produit identifié ait une origine différente de cette même IG. Au sein de l'UE et des États-Unis, les indications géographiques sont protégées de manière comparable vis-à-vis des marques, contrairement à ce qu'a pu affirmer la partie adverse au point 50 de leur mémoire. À titre d'exemple, Cognac peut être protégé en tant qu'indication géographique française aux États-Unis. Enfin, nous voudrions préciser que si l'équipe adverse a pu discuter dans ses conclusions du caractère distinctif, la décision contestée n'a jamais soulevé le sujet de la distinctivité de notre marque dans le cadre de la procédure. Ainsi, il n'y a pas d'intérêt à évoquer cette question aujourd'hui. Le caractère distinctif de la marque n'a pu être abordé que s'agissant de l'évocation du territoire américain et en aucun cas s'agissant du produit. Ces fondements n'ont pas été soulevés. Dans la décision attaquée, les termes Nukila So Kentucky Straight donnent en effet une impression globale renvoyant à l'univers américain. Cela évoque l'origine américaine du produit, mais cela n'évoque en aucun cas le produit. Nous demandons ainsi au tribunal de bien vouloir annuler la décision attaquée. Nous vous remercions pour votre attention et nous nous en remettons à la sagesse du tribunal. Merci. J'invite à prendre la parole. Distilled Spirits Council. Monsieur le Président, Monsieur le membre du jury, nous nous présentons aujourd'hui devant vous pour soutenir l'opposition de notre client, The Distilled Spirit Council of United States, contre l'enregistrement de la marque Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky. C'est au regard de l'article 8, paragraphe 6 du règlement marque de l'Union européenne 2017-1001 que toute personne est autorisée, en vertu d'une législation applicable, à exercer les droits qui découlent d'une indication géographique. Dès lors, lorsqu'une législation de l'Union ou du droit national protège les indications géographiques, il est possible de s'opposer à l'enregistrement d'une marque.
Il faut que cette indication géographique soit antérieure au dépôt de la marque, que celle-ci soit contrôlée ou protégée par un organisme ayant qualité à agir, et qu'au regard d'une législation de l'Union ou nationale, elle puisse s'opposer au dépôt d'une marque ultérieure portant atteinte à l'indication géographique. Dans un premier temps, il convient tout de même de rappeler brièvement qu'un accord a été conclu le 21 février 1994 entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, que ce texte a été transposé par le règlement 936/2009 dans le droit de l'Union européenne et qu'il permet la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses. Ce règlement 936/2009 a été pris dans cette chasse que mène l'Union européenne en annulation de certaines marques de fabrique, de commerce existantes dans les pays tiers, pour que les indications géographiques initiales récupèrent la propriété exclusive de leur nom. Pour l'Union européenne, depuis 2009, Bourbon Whisky est une indication géographique. Elle identifie une boisson spiritueuse, un type de whisky, qui originairement était cantonné au comté Bourbon dans l'État du Kentucky aux États-Unis, et qu'historiquement, le Bourbon Whisky doit sa réputation exclusive à son origine géographique, le comté Bourbon, là où tout a commencé par la richesse de ses plaines céréalières. La réputation est de telle qu'aux États-Unis, malgré que le Bourbon Whisky soit devenu depuis 1964 un produit distinctif des États-Unis, le consommateur américain rattachera toujours le Bourbon Whisky à son comté d'origine, comme les Français ou les Chinois, depuis 2015, rattachent le Bordeaux à la ville de Bordeaux. Dans un second temps, le règlement 936/2009 a instauré une réelle protection et un contrôle de Bourbon Whisky fabriqué conformément aux Standard of Identity des États-Unis. Et c'est notre client, The Distilled Spirit Council of United States, qui est le porte-parole et le défenseur des principaux producteurs et acheteurs de spiritueux distillés aux États-Unis, principalement le whisky Bourbon et le Tennessee Whiskey. Il découle de la jurisprudence européenne, celle de la Cour de justice du 7 juin 2018, dite Scotch Whisky Association, que les associations ou groupements comparables à la nôtre se sont vus reconnaître qualité pour agir devant les différentes instances européennes, en l'espèce, il s'agissait d'une organisation commerciale qui représentait l'industrie du whisky écossais et regroupait plusieurs grands producteurs. Une maxime, celle d'Aristote, dit que tout est plus grand que la somme de ses parties. C'est d'abord dans ce sens qu'aurait dû être interprété l'article 8, paragraphe 6, par la partie adverse, qui dans son ensemble, au regard des textes et de la réglementation précédemment énoncée, nous donne qualité pour agir en opposition contre l'enregistrement de la marque. C'est aussi avec cette maxime que la partie adverse aurait dû analyser l'entièreté de notre sujet. Madame, ma consoeur Diane Cazobon, va vous démontrer aisément qu'une grossière erreur d'interprétation a aussi été commise. Merci Evan. Il m'appartient de prendre le relais de l'excellente démonstration qui vient d'être faite pour dénoncer les erreurs considérables de la partie adverse. Le tribunal constatera aisément que ces erreurs se poursuivent et en premier lieu par une mauvaise application des articles 23 et 16 du règlement numéro 110/2008. Le domaine d'application de l'article 23 concerne les situations dans lesquelles il est demandé l'enregistrement d'une marque contenant une indication géographique protégée, ce qui est le cas de la marque Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky. Et cela n'est pas contesté par la partie adverse parce qu'elle ne peut pas le faire. Elle s'en prend alors à l'application du texte en soutenant qu'aucune des situations visées par l'article 16 du même règlement n'est caractérisée. La situation qui est évidemment visée est le B de l'article 16. Ce texte vise expressément, je cite, « toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l'indication géographique est utilisée dans la traduction, accompagnée d'une expression telle que comme, ou bien type, ou bien style, ou bien élaboré, ou bien arôme. » Or, il est plus que certain que la marque Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky constitue une évocation de l'indication géographique Bourbon Whisky. Il est vrai que définir la notion d'évocation n'est pas simple. D'ailleurs, la distinction entre les notions d'usurpation, imitation et évocation est assez floue. Le HILPO considère que ces termes sont synonymes, alors que la doctrine a plutôt tendance à voir entre ces termes des nuances de degrés, et plus précisément, ce qui varierait entre ces notions serait l'élément intentionnel de la reproduction.
Quoi qu'il en soit, une jurisprudence abondante de la Cour de justice de l'Union européenne et du Tribunal de l'Union européenne considère que pour déterminer si une évocation est caractérisée, il faut, je cite à nouveau, se référer à la perception d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Or, dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, l'expression Bourbon Whisky au sein de la marque Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky est incontestablement une reproduction intégrale de l'indication géographique protégée Bourbon Whisky. En cas de reproduction intégrale d'une composante d'une indication géographique protégée au sein d'une marque, la jurisprudence européenne considère qu'il s'agit d'une évocation, et c'est notamment sur le fondement de cette notion qu'elle a pu sanctionner pour un tel motif la marque Fray León, reproduction de l'indication géographique protégée Castilla y León. Au regard de l'examen de la pratique décisionnelle de l'EUIPO, régulière et prévisible, il apparaît que la décision rendue par la 5e chambre de recours le 23 septembre 2019 est tout à fait justifiée. Il est contestable et répréhensible de reprendre au sein d'une marque l'indication géographique Bourbon Whisky. C'est à juste titre qu'elle considère que cela constitue une évocation. Il n'est pas nécessaire d'être un connaisseur de whisky et d'être particulièrement attentif pour associer cette marque à l'indication géographique protégée. Il appartiendra dès lors au tribunal de l'Union européenne de confirmer la notion d'évocation, ce qui est d'ailleurs corroboré par une absence de distinctivité de la marque litigieuse, comme va vous le démontrer ma consoeur Guillemette de Revy. L'utilisation d'une indication géographique au sein d'une marque n'est pas impossible. Toutefois, il faut que cette marque, dans son ensemble, soit distinctive. Contrairement à ce que dit la partie adverse, cette distinctivité de la marque peut permettre d'écarter cette notion d'évocation comme l'a évoqué Diane, et elle n'est donc pas inutile. En l'espèce, la distinctivité n'est totalement pas présente et elle est une condition primordiale à l'enregistrement d'une marque. Elle permet donc de distinguer l'ensemble des produits et des services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. L'étude de la distinctivité conduira également à prendre en compte le risque de confusion qu'il existe pour le consommateur. Mais avant de rentrer dans le vif de la distinctivité, il est nécessaire de rappeler que l'article 7 du RMUE ne s'applique pas en l'espèce, puisque nous sommes dans le cadre d'une procédure en opposition. Ainsi, ce sont les motifs relatifs de refus qui s'appliquent et qui sont prévus, eux, à l'article 8 du RMUE. Il appartiendra alors au tribunal de rejeter l'ensemble des arguments qui concernent la distinctivité de la marque et qui se fondent sur cet article 7. La distinctivité de la marque sera faite dans son ensemble et elle devra tenir compte des éléments distinctifs et dominants. L'élément dominant au sein de la marque Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whisky, qui a été enregistré en classe 33 pour l'ensemble des produits visés, à savoir Bourbon Whisky, est évidemment l'indication géographique Bourbon Whisky. Cette indication géographique est positionnée à la fin de la marque, mais bien que la jurisprudence constante dit que le terme final d'une marque apparaît secondaire et non impactant pour le public, le tribunal ne pourra pas ignorer en l'espèce qu'il constitue l'élément important et dominant au sein de la marque, et ce pour plusieurs raisons. La première raison est qu'il est, comme je l'ai dit, positionné en position finale à la suite de 4 termes, à savoir Lucky Lasso Kentucky Stretch. Ainsi, le consommateur attachera moins d'importance au début de la marque, à savoir Lucky, qu'à la fin Bourbon Whisky. Termes qui décrivent d'autant plus le produit pour lequel la marque a été enregistrée et commercialisée. La deuxième et la dernière raison est que le Bourbon Whisky possède une notoriété propre et qui a été établie depuis de longues années. D'ailleurs, le Bourbon Whisky a été introduit aux États-Unis depuis le XVIIIe siècle. De plus, historiquement, il est associé géographiquement au Kentucky, car aujourd'hui, il y a environ 95% des exportations, 95% de bourbon qui est produit au Kentucky selon la Kentucky Distillers Association. Le tribunal ne pourra que reconnaître la réelle notoriété que possède le Bourbon Whisky, non seulement en Amérique mais aussi dans le monde. C'est pour ça que le consommateur d'attention moyenne sera alors amené à effectuer évidemment un lien entre le Kentucky et le Bourbon Whisky, et donc entre la marque et l'indication géographique.
C'est d'ailleurs en ce sens que la Chambre des recours s'est positionnée. Alors finalement, l'ensemble des éléments entourant l'indication géographique aurait pu être distinctifs, mais ce n'est pas le cas, car ils apparaissent totalement secondaires. Notamment Lucky Lasso, qui a été positionné en début de marque et qui signifie l'assaut chanceux, l'assaut porte-bonheur. Et c'est à juste titre que la Chambre des recours considère que ces termes font référence à l'univers des cow-boys, car on ne peut pas nier que Lucky Lasso fait référence à Lucky Luke, qui est le cow-boy le plus célèbre des États-Unis, qui a d'ailleurs été publié dans 80 albums, vendu en 300 millions d'exemplaires et traduit en 20 langues. Ensuite, l'univers américain se traduit notamment via le terme Kentucky. Mais ce n'est pas un univers américain à proprement parler, c'est vraiment l'univers historique qui dérange au sein de la marque. Et cet attachement historique est tel que lorsque l'on va sur le moteur de recherche Google et qu'on met Bourbon Whisky, le premier site qui est proposé est intitulé Bourbon Whisky, Whisky Bourbon, meilleur Bourbon du Kentucky. Ainsi, cela témoigne de l'absence de distinctivité du terme Kentucky au sein de la marque. Enfin, l'adjectif stretch n'est pas de nature à contrebalancer l'absence de distinctivité des éléments entourant la marque. En effet, la traduction en français de stretch est pure et il est totalement descriptif au regard du produit pour lequel la marque est enregistrée, puisque la partie adverse ne conteste pas qu'il s'agit d'un bourbon pur, c'est-à-dire qu'il respecte deux conditions. Une première condition qui tient à sa méthode de production et une autre condition qui tient à son vieillissement. Pour conclure, c'est au regard de l'ensemble des arguments qui viennent d'être exposés qu'il plaira au tribunal de confirmer la décision rendue le 23 septembre 2019 par la 5e chambre des recours et de condamner la société UAB Lodare aux dépens de la procédure. Merci. Merci pour le temps de place. C'est quelques questions avant la réplique. Alors, j'aurais une première question à la société Lodare. Vous avez fait des cours de droit, mais je me demandais pourquoi vous ne développiez pas plus la décision de la Chambre d'opposition et justement l'aspect du droit international. Et ce d'autant parce que la Chambre de recours a quand même censé considérer nécessaire de demander l'opinion de la Commission. Donc ce n'est pas un cas clear cut, on va dire, apparemment. Et donc, pourquoi ne pas... J'aimerais que vous développiez un peu plus cet aspect du droit international pour expliquer pourquoi la première décision était la bonne. Nous ne pensons pas que la première décision de la Chambre d'opposition était correcte. Je pense que la Chambre des recours a, à juste titre, recueilli l'avis de la Commission européenne quant à l'applicabilité de cet accord international. Le but de l'accord international étant de reconnaître mutuellement des appellations d'origine. Il me semble qu'il y avait du côté américain aussi des indications géographiques européennes qui étaient reconnues aux États-Unis. Sauf qu'à la différence des États-Unis, qui sont souverains sur leur propre territoire, le droit de l'Union européenne a prévu, dans le cadre du règlement 110/2008, un droit harmonisé des indications géographiques. Dès lors, le fait de reconnaître une valeur à l'indication géographique américaine, l'objectif étant l'harmonisation par le biais de ce règlement, le fait de reconnaître l'indication géographique en tant que telle, on ne voit aucune raison de lui appliquer un régime différent que celui des indications géographiques que nous avons en Europe, en tout cas au titre de sa protection. Nous en remettons à l'expertise de la Commission européenne à la portée de ce règlement. D'ailleurs, dans le règlement 936/2009, il est renvoyé, il me semble, à l'article 2, à l'article 24 du règlement 110/2008, qui impose aux États membres de protéger les indications géographiques présentes au règlement. Dès lors, je me demande pourquoi est-ce que
il y aurait eu ce renvoi dans le règlement si le but n'était pas d'appliquer les dispositions de l'article 110 de 2008. Oui, je n'ai pas été très clair parce que je pense qu'au début de votre démonstration, vous avez dit que vous vouliez démontrer comment la marque que vous défendez ne porte pas atteinte à l'indication géographique Bourbon. Oui. Donc, ça veut dire que vous reconnaissez à Bourbon le caractère d'indication géographique. Tout à fait. Alors que dans les textes, que ce soit dans l'accord bilatéral ou dans le règlement de 2009, de 936-2009, on parle de désignation protégée, mais en aucun cas d'indication géographique. Encore une fois, je vois difficilement pourquoi on aurait renvoyé au règlement propre des indications géographiques en matière de spiritueux si c'était pour conférer une protection différente. Dans le cas où ça aurait été le souhait du législateur, le règlement 936-2009 aurait prévu des dispositions propres à la protection de cette désignation protégée, au lieu d'effectuer un tel renvoi. Donc vous pensez qu'aux États-Unis, le terme Bourbon bénéficie d'une protection équivalente à l'indication géographique? Je vais répéter la question. Oui. Vous pensez donc qu'aux États-Unis, le terme Bourbon, je ne le qualifie pas, le terme Bourbon bénéficie d'une protection équivalente à l'indication géographique? Dans le cadre de l'articulation entre le droit des marques, en effet, le Lanham Act dispose que toute marque ne peut être refusée, je ne me souviens plus exactement de la formulation exacte, mais ne peuvent être refusées des marques qui désigneraient donc des indications géographiques, parce qu'elles existent également j'ai retrouvé la disposition. Aucune marque ne peut être refusée en raison de sa nature, sauf si elle consiste en une indication géographique qui, utilisée sur ou en relation avec des vins ou des spiritueux, identifie un lieu autre que l'origine des produits. Dès lors, il y a un régime assez comparable qui s'applique. Cette disposition peut être comparée à l'article 16, petit a, du règlement sur la protection des indications géographiques. Et vous allez produire ou importer un produit authentique, c'est ça? Bien entendu. Oui. Alors pourquoi déposer une marque qui contient l'appellation d'origine que vous reconnaissez, dès lors que vous pourriez simplement bénéficier de l'appellation d'origine dans ce cas-là? Il a semblé de bon ton à notre client de préciser cet élément dans la marque. Et en l'état actuel de la législation, on n'a pas vu de contradiction particulière quant à l'adjonction de ce terme avec les autres termes qui sont distinctifs. On en parlera plus tard. Mais qui, au niveau de la réglementation américaine, du code fédéral, correspond à un standard of identity, c'est simplement une définition du produit. Bien entendu. Et au titre du Lanham Act que nous avons cité précédemment, l'enregistrement d'une marque au registre américain n'est pas impossible, la marque contenant Bourbon whisky, le produit étant authentique également. Merci. Alors, j'aurais une question similaire à la Distilled Spirits Council. Si le Bourbon c'est une appellation d'origine ou en tout cas une indication géographique, j'aimerais quand même que vous m'expliquiez pourquoi à ce moment-là elle n'est pas enregistrée sous le règlement 110 et mentionnée dans l'annexe 3, comme par exemple l'a fait une autre indication géographique qui est mentionnée dans le même règlement 936, la tequila. Alors, il me semble que l'indication géographique Bourbon Whisky a reçu une protection à la suite des enquêtes de la direction de l'agriculture de la Commission européenne qui s'est prononcée sur la portée et les effets du règlement 936-2009. Donc à la suite de... après l'entrée en vigueur du règlement 110-2008. Oui, donc vous dites que en fait l'accord entre
les États-Unis et l'Union européenne en forme de lettre de 94, c'est suffisant. Plus besoin de faire autre chose après pour protéger. Alors si ça a été transposé en droit de l'Union européenne par le règlement numéro 936/2009. Oui. Mais donc il n'y a plus besoin de faire des démarches, ni de faire mentionner l'indication géographique dans l'annexe 3 du règlement 110 par exemple. C'est une question. À vrai dire, je ne sais pas, mais en tout cas il existe une protection. D'accord. J'aimerais rajouter que par rapport à votre argument de Tequila, son enregistrement est ultérieur à notre conflit actuel, et pour moi, il en découle de ce conflit. C'est que l'enregistrement de l'indication géographique maintenant Tequila est venu simplement, de manière préventive, réactionnaire à notre conflit, être enregistré dans l'Union européenne via une demande. Donc tout simplement par rapport à notre conflit actuel. For security's sake. Voilà, c'est ça, un peu comme au Brexit, avec le Brexit et le dépôt de marque en prévention. Moi j'ai quand même une interrogation parce que je relève quand même dans le code fédéral américain donc toutes ces normes d'identité des produits, donc qui décrivent le type de produit, vodka, brandy et autres, que l'apparition de l'origine géographique potentielle du bourbon, elle apparaît au point I, la classe 12, dont personne n'a évoqué le titre, qui est Products without geographical designation, but distinctive of a particular place. Donc le CFR lui-même reconnaît que ces produits sont sans désignation géographique. Puisqu'il dit après que donc en effet les produits, les whisky types de celui de Bourbon sont des produits distinctifs des États-Unis, mais que s'ils sont produits dans un pays étranger, ils peuvent être désignés avec une désignation qui est prévue, telle que les mots type américain ou produits distillés, mélangés en. Considérant qu'on ne considère pas du tout comme la partie adverse l'indication géographique aux États-Unis, le whisky Bourbon pour nous n'est pas reconnu en tant que tel. On s'adresse au droit de l'Union européenne, à l'indication de l'article 15 du règlement 110/2008. Donc la Commission et le tribunal jugera par rapport à ce règlement et à notre perception des indications géographiques qui diffèrent des dénominations géographiques des États-Unis qui sont reprises dans des marques de commerce, dans des marques de fabrique. Et j'ai peut-être mal compris. Est-ce que j'ai bien compris quand vous avez dit que la reprise d'une indication géographique dans une marque est possible à condition que la marque soit distinctive? Ce qui m'a un peu étonné. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait reprendre une indication géographique dans une marque, mais j'ai peut-être mal compris, mais j'ai cru entendre ça. Non? Parce que dans ce cas-là, j'aimerais bien savoir sur quoi c'est basé. C'était moi qui avais... Non, c'était effectivement que l'utilisation d'une indication géographique, elle devait respecter donc, le régime juridique posé dans les articles 23 et 16 du règlement, mais que éventuellement les éléments entourant la marque, s'ils avaient été distinctifs, auraient pu permettre finalement d'avoir cette utilisation de l'IG au sein de la marque. D'accord, donc vous dites vraiment qu'on peut utiliser une indication géographique au sein d'une marque. Oui, ça, je ne sais pas, je demande sur quoi vous basez ça. C'est possible à condition de ne pas la reprendre intégralement. Donc, et qu'elle respecte les régimes juridiques des utilisations. En l'évoquant? Non, c'est pas ça quand même. Non, mais vous dites en ne pas reprenant intégralement, donc ça voudrait dire en l'évoquant, peut-être? Bon, c'était un point qui n'était pas très clair. C'est pour ça que Alors, j'insiste. Dans une marque, il est possible d'utiliser une indication géographique si et seulement si elle ne trompe pas le consommateur par rapport à son origine réelle. Et là, si on considère les États-Unis depuis 1964, l'origine réelle du whisky Bourbon, il peut être en Californie, enfin quoi qu'ils n'en ont pas besoin avec le champagne, mais on ne sait pas où il peut être. Donc, pour répondre à la question, oui, dans une marque, il peut y avoir une indication géographique.
sous le respect des consommateurs. D'accord. Alors, vous pouvez votre réplique, pas nécessaire, mais si vous voulez, vous avez 3 minutes. Un minute chaque équipe, si vous voulez. Merci. Tout d'abord, nous étonnions de ne pas avoir la présence de l'EIPO au sein de ce litige, parce qu'il y a un représentant direct du Distilled Spirit of the United States qui sont là, alors même qu'ils n'ont pas l'air d'avoir la qualité d'intervenant. Mais ce point est passé. Bon, je crois qu'ils ont pu accepter l'utilisation d'une indication géographique au sein d'un enregistrement. Et un enregistrement peut être litigieux dans la mesure où il désignerait des aspects plus larges. Or, notre enregistrement désigne du Bourbon Whisky. Définir Bourbon Whisky par Bourbon Whisky par référence à l'indication géographique pourrait être un peu tautologique, mais je vois difficilement comment notre client, pour exploiter illicitement cette marque, pourrait faire autre chose que du Bourbon Whisky, compte tenu du Bourbon Whisky, et du coup qui se réfère aux prescriptions du Code fédéral par rapport à la production de cet alcool. Quant à la distinctivité également, nous aimerions opposer un argument, car notre marque, ça a été reconnu par la Chambre des recours, on pouvait évoquer avec les termes Lucky Lasso particulièrement le territoire américain par rapport aux références au cow-boy, au Far West. Par contre, il me semble que le raccourci est un petit peu rapide d'associer Lucky Lasso à la boisson du whisky. Je suis d'accord qu'il peut y avoir une évocation des cow-boys, mais est-ce que tous les cow-boys consomment du whisky? Cela reste à prouver. Et à mon sens, la marque jouit d'un caractère distinctif à ce titre. C'est tout pour UAB Le Daré. Merci. Je vous remercie. Vous souhaitez encore ajouter quelque chose?